Goedemiddag allemaal. Bonjour à tous. Merci d'être revenus. J'espère que cela vous a donné un peu d'énergie. L'après-midi sera très intéressant. On attend les ministres régionaux qui vont apparaître tout de suite. Et je peux déjà vous présenter Claire Godin. Elle a beaucoup d'expérience au niveau de la promotion de l'égalité des genres sur le marché du travail et surtout dans le secteur financier. Et elle va présenter Women in Finance. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est effectivement l'histoire des 4 dernières années pendant lesquelles on a mis en place dans le secteur financier pour la première fois une approche sectorielle de diversité, équité et inclusion pour l'ensemble du secteur. Moi-même, Claire Godin, j'ai été responsable diversité dans une grande banque pendant 10 ans, en ne faisant que ce travail-là à temps plein et en ayant une équipe et un budget, en ne travaillant que sur ces questions. Et donc, au bout de 10 ans, ça m'a donné l'occasion d'avoir expérimenté différentes choses et de me dire, finalement, est-ce que ce n'est pas l'occasion de partager tout ça avec tout le secteur que je connaissais bien, qui était celui de la finance. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais en fait, avant d'aller plus loin, je voudrais aussi réfléchir avec vous en quelques mots à pourquoi une approche sectorielle, en fait. Quel est le sens de ça? Et en réalité, quand on... Voilà. Sorry, hein, les slides sont en anglais. Je ferai peut-être aussi, à un moment donné, je passerai peut-être un peu au néerlandais, mais c'est aussi notre réalité, la diversité linguistique et l'inclusion linguistique. Hein, que personne ne se sente oublié par rapport aux langues qui sont parlées, c'est un sujet important également. Mais tout d'abord, pourquoi une approche sectorielle? En fait, si on réfléchit quelques instants, on se rend compte tout de suite que, secteur par secteur, nous avons un mix qui est différent. Si je prends l'exemple de la finance, je pense qu'on vous a partagé certaines statistiques ce matin. Je pense que les miennes ne doivent pas être très éloignées, j'espère. 52% de femmes globalement, donc en fait une majorité de femmes dans le secteur financier, mais seulement un petit 30% au niveau de ce qu'on appelle le senior management, donc le niveau direction, et puis seulement dans les 20% au niveau des comités exécutifs, donc c'est clairement pas suffisant. Si on parle de l'âge moyen, 46 ans, le même pour les femmes et pour les hommes, ça reste un secteur extrêmement blanc, extrêmement peu divers culturellement. Donc là aussi, ce sont de vrais points d'attention sur lesquels il faut travailler. Si vous pensez à d'autres secteurs, hein, on a eu la présentation ce matin du secteur de la construction, clairement un secteur infiniment plus masculin que le nôtre, même si notre secteur, la finance, a aussi une image masculine. Mais les chiffres derrière l'image sont parfois différents. Si vous pensez à des secteurs comme les hôpitaux, vous voyez tout de suite à quel point les premiers niveaux sont essentiellement féminins, les infirmières, les aides-soignantes, le top management dans les hôpitaux étant parfois un peu moins divers. Et donc, en soi, cette idée de se dire, au sein de chaque secteur, on a des problématiques, on a des priorités. Pensez aussi au secteur des tech, hein, de l'IT, où le premier souci, c'est d'avoir des filles qui ont au moins fait les études qui vont permettre d'entrer dans le secteur. Donc vraiment, cette approche sectorielle, elle est fondamentale. Et donc, ça, c'est en tout cas un premier élément. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que vraiment, partager les pratiques, ça aide. Ça aide, ça permet d'accélérer. On se rend compte aussi que du coup, les pratiques partagées par des entreprises parfois plus grandes, qui ont parfois plus de moyens, vont permettre d'être copiées directement par des entreprises plus petites et qui ont moins de moyens. Et puis un troisième élément que je n'avais pas vu venir à la base, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important, ce que j'ai appelé ici peer pressure, la force de la concurrence, hein, la pression de la concurrence. Ça, c'est une réalité en fait à l'intérieur de chaque secteur. Et pourquoi pas l'utiliser pour faire avancer les choses? Donc voilà, c'est certainement un premier élément que je voulais vous apporter sur, au fond, pourquoi on a choisi d'avancer en matière de diversité et d'inclusion à l'intérieur d'un seul secteur.
Après, ce que nous pouvons apporter à chaque membre du secteur, et je vais tout de suite vous montrer des exemples beaucoup plus concrets, c'est d'abord peut-être une perception différente de ce qui se vit à l'intérieur. Pourquoi? Chaque entreprise, typiquement, fait ses propres enquêtes de satisfaction, d'engagement. Mais quand on pose des questions au niveau secteur, donc une question qui vient de l'extérieur, souvent, on va attirer des réponses peut-être plus sincères ou aussi sur des sujets qui peuvent être plus compliqués. Le fait de travailler ensemble, ça nous permet aussi de construire une approche commune et des raisons, au fond, communes d'avancer. Et au niveau du secteur financier, la raison qu'on a choisie, c'est vraiment de dire, collectivement, si on a des équipes plus mixtes, à la fois en genre, mais aussi, idéalement, en génération, en langue, en origine, on va être capable de prendre de meilleures décisions. Donc la qualité de la décision, la capacité à innover, la capacité à gérer les risques le mieux possible. Il y a pas mal d'études qui montrent que les équipes plus mixtes en termes d'hommes-femmes vont prendre de meilleures décisions en termes de risques également. La capacité à retenir, à attirer, mais aussi à retenir les meilleurs talents. Et puis la capacité à se connecter avec les besoins des clients, évidemment. Donc tout ça sont des éléments qu'on peut apporter aux membres. Je l'avais dit tout à l'heure, aider les membres de plus petite taille à avancer en partageant. Et puis finalement, partager des outils. Vous allez voir tout de suite le genre d'outils que nous partageons avec nos membres. Mais aussi créer un vrai réseau, même je dirais une communauté, qui permet aux collègues, quel que soit leur genre dans le secteur, eh bien, de se connecter à d'autres et de se sentir moins seuls face à des situations qu'ils peuvent vivre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, finalement, Women in Finance, qu'est-ce que c'est? D'abord, je voudrais attirer l'attention, ce n'est pas les femmes dans la finance, si on traduit. Hein. Vous avez vu sans doute qu'il y a un petit point entre le we et le men. Donc, c'est un ensemble de collègues de tout genre qui s'engagent concrètement pour faire bouger les choses. Et puis, avant tout, ce n'est pas un réseau de femmes ou même un réseau de femmes et d'hommes à la base, c'est une association d'institutions financières. Donc aujourd'hui, 54 entreprises du secteur, à partir de la semaine prochaine, 55. Il y a 4 ans, quand on a lancé Women in Finance, on avait 26 entreprises qui venaient signer cette charte, qui consiste à s'engager, pas sur des tas de choses, en fait on s'engage à un truc assez simple. Chaque entreprise s'engage à mesurer ses propres plafonds de verre. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment mesurer à l'intérieur de la structure de l'entreprise, niveau par niveau, sous-niveau par sous-niveau, quels sont les niveaux où on perd les femmes. Parce que ce n'est pas tout de faire du recrutement. Si on ne travaille pas aussi sur la rétention, si on ne travaille pas aussi sur la culture, sur une culture inclusive où les gens se sentent respectés, bien, au fond, on va attirer par la porte tout un nombre de personnes qu'on va finir par perdre par la fenêtre. Donc c'est absolument fondamental de travailler sur ces questions de glass ceilings. Et donc les 54 entreprises membres ont toutes fait cet exercice et le refont chaque année d'identifier quels sont les niveaux précis où ils perdent les femmes, de façon à pouvoir mettre en place des actions concrètes. Alors, on a effectivement 6 groupes de travail qui regroupent une centaine de collègues de toutes ces organisations. On organise chaque année une dizaine d'événements et d'ateliers qui peuvent aller de sujets aussi différents que celui qui commençait juste il y a une heure avant que j'arrive ici, sur les réglementations européennes en matière de gender pay gap, comment on mesure le gender pay gap, comment on essaye de réduire le gender pay gap, notamment, mais aussi des sujets comme comment est-ce que j'implémente dans mon entreprise une politique concrète pour lutter contre le sexisme. Hein, donc ce sont des choses vraiment importantes. On a entre-temps plus de 1000 employés de toutes ces entreprises qui ont suivi certaines de nos formations, de nos ateliers et de nos événements. On a rassemblé 18 CEO de grandes banques et de grandes compagnies d'assurance pour réfléchir avec eux aux problèmes que nous avons identifiés, que je vais tout de suite vous partager. Et puis on a aussi 25 outils en libre service, in het Frans, in het Nederlands en in het Engels, dat je kan gewoon. En français, néerlandais et anglais que vous pouvez tout simplement télécharger et que vous pouvez utiliser pour chaque secteur. Des enquêtes
qu'on fait, et je vais vous en montrer tout de suite un exemple, qui permettent aux CEO, aux responsables RH, de mieux comprendre certaines priorités qui parfois sont moins visibles. Donc effectivement, comme je le disais, 54 entreprises qui représentent ensemble en termes de travailleurs, de nombre de travailleurs, plus de 90% du secteur. Donc on est vraiment très content de ça. Et bon, voilà, 54, à partir de la semaine prochaine, on rajoute un logo, 55. Et ce qui est intéressant, vous vous rappelez que j'ai mentionné le peer pressure, la pression de la concurrence. En réalité, on a effectivement démarché les entreprises du secteur pour avoir les 26 premières il y a 4 ans. Et toutes les suivantes depuis sont venues elles-mêmes jusque chez nous en disant « Comment est-ce que je deviens membre ?» Donc je trouve ça vraiment intéressant comme élément à mentionner. Ceci, c'est juste pour vous montrer à quel point on a encore besoin de travailler. Donc en 4 ans, on n'a pas supprimé les plafonds de verre. On a au moins fait en sorte que dans chaque comité exécutif de nos membres, ce sujet soit abordé, ce sujet soit mesuré, ce sujet soit mieux compris. Donc en fait, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez tout voir, mais donc 52%, comme je le disais, au niveau de l'ensemble du personnel, 46% au niveau des cadres moyens, ce qui est pas mal. Vous pourriez dire, ah donc ça veut dire qu'au sein des cadres moyens, il n'y a pas de plafond de verre. Erreur. Quand on utilise notre technique qui permet vraiment de mesurer sous-niveau par sous-niveau, on voit que déjà au milieu des cadres moyens, on perd tout un gros pourcentage de femmes. Donc nous, notre message vis-à-vis des membres, c'est ne vous arrêtez pas au premier chiffre, allez plus profond, et quand vous pouvez, faites aussi la différence entre les départements, découvrez ce qui se passe dans votre département IT ou dans votre salle des marchés, parce que vous risquez de voir des choses nettement moins sympathiques que sur l'ensemble de vos chiffres. Senior management, donc la direction, 30%, 23% seulement dans les comités exécutifs. Et je voudrais juste m'arrêter un instant là-dessus, parce que les comités exécutifs, c'est vraiment un niveau particulièrement important. C'est un niveau que les hommes et les femmes d'une entreprise voient tous les jours. C'est un niveau qui décide du futur de l'ensemble du personnel. Donc la mixité et la progression de la mixité au niveau des comités exécutifs, c'est un vrai enjeu, c'est vraiment important, je voulais le mentionner. Et bien sûr, les conseils d'administration, 24%. Donc je voudrais maintenant vous partager juste quelques résultats de notre enquête, et vous allez voir en avant-première, la preuve que ce n'est pas du pinkwashing, c'est que les résultats ne sont pas beaux à voir. Mais je pense qu'un secteur qui a le courage de se poser les questions difficiles et puis de partager assez ouvertement les résultats, c'est un secteur qui avance en tout cas. Donc je trouve ça personnellement intéressant. On a l'an dernier adressé des questions à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du secteur de la part de Women in Finance et on a reçu plus de 1350 réponses, tout à fait représentatives du secteur, donc on a vraiment pu travailler avec ça. Majorité de femmes, ce qu'on peut comprendre quand on reçoit une invitation de Women in Finance, pas de souci, mais quand même un bon tiers d'hommes qui ont répondu. Les différentes tranches d'âge qui sont représentées sont celles de notre secteur, tout à fait normal. Et alors, premier choc et premier résultat vraiment impressionnant, c'était de voir que 28% des personnes qui ont répondu disent envisager de quitter leur organisation. Et encore plus, quand on cherche à comprendre qui sont ces 28%, on se rend compte qu'en fait, 37% des femmes qui sont dans des postes de direction envisagent de quitter l'entreprise contre 19% des hommes, donc 2 fois plus. Alors vous allez dire pourquoi? Est-ce qu'on est sur le work-life balance? Pas du tout. Le work-life balance, donc l'équilibre travail-vie privée, n'est pas une des raisons pour lesquelles les femmes souhaitent quitter leur entreprise. C'est le style de leadership, les jeux politiques, political spell, et la culture d'entreprise. Et vous voyez, là, on parle de choses totalement différentes. Hein, on se dit, ben oui, on peut mettre tout ce qu'on veut en place comme technique pour recruter davantage. Si on ne travaille pas sur la culture, si on ne travaille pas sur le vécu, eh bien, on n'avance pas en fait. Et on va continuer à perdre des talents au quotidien. Alors, on a posé toute une série de questions, et je vais juste en montrer 4-5, comme ça, pour vous montrer un peu le genre de questions qu'on a pu partager après avec les CEO du secteur, notamment. D'abord, la question de se dire, en fait, est-ce que c'est OK, dans mon organisation, d'avoir un avis différent et de l'exprimer? Et donc, 60% des répondants ont dit oui, c'est OK.
Mais c'est intéressant de voir déjà qu'on a quand même une expérience différente des hommes et des femmes. Par exemple, ici, on voit que les hommes dans le management sont à 74% convaincus que, bien sûr, dans notre entreprise, chacun peut exprimer une opinion différente et que c'est tout à fait apprécié. Les femmes sont moins sûres, 61%. C'est intéressant. Après, on a cette question d'assimilation. Ça, c'est quelque chose, peut-être certaines d'entre vous ont déjà vécu au travail. L'assimilation, c'est le fait, à un moment donné, de devoir adopter un comportement qui n'est pas votre comportement naturel, simplement à cause de la pression qui est exercée dans l'entreprise à utiliser ce comportement. Si, par exemple, il y a un seul style de leadership, et pas de chance, ce n'est pas le vôtre, et vous êtes en position de leader, qu'est-ce que vous allez faire? Probablement, vous allez essayer de copier un petit peu ce qui se passe, et ce n'est pas confortable, et ce n'est pas bon non plus, ce n'est pas idéal. Une entreprise inclusive, c'est aussi une entreprise où chacun peut avoir son style de leadership, pour autant qu'il est évidemment respectueux de chacune et de chacun. Et donc là aussi, on voit que les femmes ont 2 fois plus que les hommes cette problématique à devoir s'assimiler. Donc c'est un point d'attention. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît cette appellation de soft skills. Soft skills, c'est tout ce qui est les compétences humaines de type l'écoute, l'empathie, la co-création, la capacité à développer les personnes de son équipe. Et donc là, on a une réaction très intéressante dans notre survey. On a une écrasante majorité de personnes qui nous disent « oui, les soft skills sont appréciés dans notre entreprise ». Et quand on dit « s'ils sont appréciés », on va quand même supposer qu'ils sont aussi reconnus financièrement. Ils ne sont pas reconnus financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a trop tendance encore à se focaliser sur l'expertise dans une tâche spécifique, sur la mesure d'objectifs, par exemple en termes de vente, alors que c'est sûr que si, par votre empathie, par votre écoute, par votre capacité à développer les collègues, vous développez du capital humain, pour parler vraiment dans ce langage-là, mais vous êtes extrêmement positif pour l'entreprise. Alors, j'en termine pour cette enquête-ci avec ce slide qui est assez interpellant. 56% des répondants qui disent avoir été victimes de petites blagues ou de commentaires dénigrants. Et quand on leur demande est-ce que ça a un impact pour vous, on voit qu'effectivement 65%, encore plus de femmes que d'hommes, nous disent oui, ça a un impact. Ce qui est vraiment intéressant aussi à mesurer, c'est qu'on peut presque dire que l'expérience de travail des hommes et des femmes, en tout cas je parle de la finance, n'est pas complètement la même. En ce sens qu'ici, vous voyez que 73% des hommes nous disent « je n'ai jamais subi de plaisanteries à mon sujet ou de commentaires dérogatoires à mon sujet, donc je ne connais pas cette expérience », contre moins de la moitié des femmes. Ce qui veut donc dire que plus de la moitié des femmes sont passées par là d'une façon ou d'une autre. Des commentaires sur le physique, des commentaires sur le côté peut-être trop émotionnel, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai point d'attention. Les questions liées au harcèlement sont importantes. Le fait aussi d'entendre simplement des commentaires sexistes. Je dois dire que le score de 26% des répondants qui n'ont jamais entendu des commentaires sexistes au travail me laisse un peu perplexe parce que je pense que dans la réalité, on va dire que de façon très honnête, j'imagine que 90%, c'est en général d'ailleurs le taux qui est retenu, 90%, en tout cas des femmes l'ont déjà rencontré, au moins 40% des hommes aussi. Et donc, c'est une réalité quotidienne du monde du travail malgré tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en abordant ce sujet, donc en travaillant dessus, donc on organise des workshops très concrets avec les DRH pour leur expliquer comment on peut vraiment avoir une stratégie sur ces sujets pas simples. D'ailleurs, si ça vous intéresse, en allant sur inclusioninfinance.be, vous trouverez des outils qui vous expliquent comment démarrer ce genre de pratique. Et puis, je voulais quand même juste vous montrer 2 autres enquêtes, mais en juste une image. Donc, on va aller super vite là-dessus. L'une qui concerne l'inclusion multiculturelle, qui est aussi quelque part intersectionnellement liée au genre. Les femmes, ce n'est pas que les femmes d'origine belge, c'est toutes les femmes. Et dans la finance, c'est vraiment important d'y être attentif. On a fait cette enquête, et quand on a vu les résultats de cette enquête, on a décidé de lancer Multicultural Bankers. Donc, depuis quelques jours, le site multiculturalbankers.be
.be est en ligne, vous montre des portraits de banquiers et de banquières de différentes origines et met en place aussi un événement de lancement qui aura lieu le 20 octobre. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'était notamment ce slide-ci. Mais tous ces slides sont en ligne sur le site de Febelfin, ce qui montre bien que la fédération partage tout ça assez ouvertement. Donc c'était aussi une enquête anonyme avec plus de 1000 réponses et dans laquelle on proposait aux gens, s'ils le souhaitaient, de s'auto-identifier en termes d'origine. Et donc on leur demandait, est-ce que vous entendez? On ne demandait pas si vous êtes victime, hein, mais est-ce que vous entendez parfois, souvent ou très souvent, des micro-agressions racistes au travail. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate à peine plus de 22% pour les collègues qui se définissent comme d'origine belge ou d'origine d'Europe occidentale, contre plus de 2/3 des collègues qui s'autodéfinissent comme étant noirs ou originaires d'Afrique du Nord. Donc c'est vraiment aussi une réalité de carrière extrêmement différente. Et quand on leur demande est-ce que ça impacte votre confiance en vous et votre travail, eh bien on voit clairement que la moitié d'entre eux dit oui, ça impacte ma capacité, ma confiance en moi, ma capacité à progresser. Donc ce sont des sujets hyper importants. Et donc c'est avec ce réseau qu'on a construit Multicultural Bankers qu'on va de l'avant là-dessus. Alors on a aussi fait une étude sur l'inclusion LGBTQI et plus dans le secteur financier, donc plutôt tout ce qui touche à l'homosexualité, pour voir un petit peu comment les personnes qui se sentent concernées, soit parce qu'elles s'identifient elles-mêmes comme membres de la communauté, soit qui se sentent alliées, perçoivent l'évolution du secteur. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les résultats sont plutôt très positifs. Donc on a une grande majorité de répondants qui nous disent soit que le secteur est tout à fait inclusif vis-à-vis de leur situation, qui sont complètement open at work, soit que le secteur est tolérant. Ça, on aime déjà moins, évidemment. L'évolution, elle est clairement positive, hein, c'est le second graphique en bleu, donc ça c'est toutes les personnes qui disent ça évolue positivement. Et puis malgré tout, il y a encore 25% des répondants qui s'identifient comme étant gays ou lesbiennes qui nous disent mais je ne suis out at work que vis-à-vis de certaines personnes. Et donc ça représente évidemment une charge mentale importante. Je voudrais terminer simplement en mentionnant la toolbox que je vous ai mentionnée. Elle focalise sur 4 domaines qui sont la prévention des conséquences des biais au travail, hein, les biais que nous avons dans le recrutement, mais aussi dans l'évaluation des collaborateurs, etc. La gestion des micro-agressions et leur prévention, la communication inclusive et le leadership inclusif. Et je voudrais vraiment terminer par une mention à une initiative qui, elle, est multisectorielle, qu'on a mis en place durant la pandémie, qui est la charte Inclusive Panels. Je vous invite à vérifier le site inclusivepanels.be, où jusqu'à présent, 250 organisations et orateurs ou oratrices ont déjà signé cette charte complètement gratuitement, pour confirmer soit qu'ils ne siégeront plus sur des panels homogènes, soit qu'ils n'organiseront plus des panels homogènes. C'est-à-dire faire vraiment attention à avoir des orateurs et oratrices des différents genres, mais aussi donner la parole aux différentes générations, être attentif à la multiculturalité et au multilinguisme de notre pays. Et outre la bonne nouvelle, c'est qu'on a effectivement une grande liste d'organisations qui ont signé, y compris une bonne partie du gouvernement fédéral et plusieurs des gouvernements régionaux. Voilà, c'était l'expérience que je voulais partager. Je voudrais encore juste aussi remercier pour toutes nos initiatives. On a toujours eu le soutien d'une part de la FEB, qui trouvait vraiment intéressant d'avoir un premier secteur qui avance dans ces domaines. Puis je voudrais aussi mentionner le soutien sans faille de Lisbeth, notamment à l'Institut, qui nous a permis aussi de rendre la charte Inclusive Panels beaucoup plus visible. Donc voilà, ce sont des sites intéressants. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Claire, pour ce discours très inspirant, je pense. Le moment est venu de donner la parole aux ministres régionaux. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, tous les trois, pour le thème qui nous semble très important. En tout cas, et je suppose que vous confirmerez que c'est également un thème important pour vous. J'aimerais commencer par une question. À laquelle vous pourrez répondre pour chacune de vos régions.
Quels sont les défis spécifiques auxquels votre région est confrontée? Je vais commencer par le ministre flamand de l'économie, de l'innovation, du travail, de l'économie sociale et de l'agriculture, M. Joop Brauns. Lorsque nous regardons le marché du travail flamand, nous pouvons constater que, en ce qui concerne la présence des femmes, le taux d'emploi des femmes, eh bien, c'est relativement correct par rapport à la moyenne européenne. Plus de 73% par rapport à même pas 70% au niveau de la moyenne européenne. Pour les hommes, nous sommes à 80% pour les fortement qualifiés. Le gros défi se trouve au niveau des faiblement qualifiés, mais le principal défi concerne toujours en Flandre l'activation des femmes avec un passé migratoire. Je le répète aujourd'hui parce que c'est véritablement à ce niveau-là qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Il n'y a même pas 40% des femmes avec un passé migratoire qui sont actives à l'heure actuelle sur le marché du travail. Lorsque nous regardons les causes, eh bien, il y a toujours la culture, la langue. Ce sont les principaux obstacles qui sont cités, mais c'est sans doute le cas également dans les autres pays. Alors pourquoi le même problème ne se pose-t-il pas dans les autres pays? Ici, ces femmes optent davantage pour les soins, pour la famille, ce qui fait en sorte qu'il faut rechercher des solutions à ce niveau-là. Je pense aux réponses que nous recherchons et je pense qu'il est important que nous utilisions également les talents de ce groupe, les compétences de ce groupe. Nous constatons aujourd'hui que nous ne les touchons pas suffisamment via les canaux classiques. En Flandre, il y a le VDAB qui s'occupe surtout des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, des personnes qui reçoivent une allocation de chômage. Il y a énormément d'offres d'emploi en Flandre et c'est véritablement un défi. Il faut toucher le groupe de non-actifs. Et parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de femmes avec un passé migratoire. Il y a aussi les modèles de rôle. Nous avons développé différents projets concrets. Il y a les compétences, à savoir des gens qui ont souvent des aptitudes au niveau des soins, les soins aux enfants, les soins aux personnes plus âgées. Nous allons les former pour devenir puéricultrices. Ainsi, ces femmes pourront travailler dans les crèches. Et donc, on essayera de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux modèles de rôle pour que on puisse aussi s'adresser à d'autres personnes de ce groupe cible. Il y a aussi la manière dont les services flamands de placement travaillent. Il faut qu'ils s'adressent au groupe. Il faut qu'ils s'y adressent véritablement pour essayer de passer vraiment à la vitesse supérieure. Pour vous, la même question. Donc, vice-président du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Donc, beaucoup de leviers dans votre domaine de compétences. Donc, aussi un peu la même question. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques pour la région wallon? Le défi, c'est d'améliorer le taux d'emploi et de travailler sur le taux d'emploi global, mais en sachant qu'on a un écart qui est plus important au taux d'emploi des femmes. Et donc, on a progressé au cours de cette législature où on voit qu'il y a une légère progression du taux d'emploi des femmes. Donc, il y a l'augmentation du taux d'emploi classique. Et qu'on a fait un léger pas pour améliorer le taux d'emploi des femmes. Ça, c'est le premier élément. Il faut évidemment avoir plusieurs biais et plusieurs politiques de discrimination positive pour essayer d'amener des femmes dans des secteurs qui sont soit des secteurs qui étaient historiquement dédicacés à beaucoup de personnes masculins, de travailleurs masculins. Alors, on parle, je dirais assez classiquement, du secteur de la construction, par exemple, du secteur entrepreneurial, puisque à peu près on a aujourd'hui chez les indépendants, 35% par exemple des indépendants en Belgique sont des femmes.
Ça veut dire que les 3/4 sont des hommes, ce qui doit nous amener à pouvoir travailler sur ce volet, par exemple. On a aussi tous les secteurs qui sont les secteurs prometteurs, comme les métiers liés à la digitalisation et au STEAM en général, pour lesquels nous avons effectivement profité du plan de relance pour essayer de valoriser et assurer la promotion des métiers avec un plan qui travaille sur la valorisation des STEAM, mais où on a implémenté systématiquement à travers le plan genre des mesures spéciales pour que les femmes soient attirées. On voit que dans les orientations de ces métiers-là, dans les formations aujourd'hui, il y a un taux qui est extrêmement bas, ou en tout cas qui devrait être bien plus élevé. On a historiquement parfois des explications qu'on a données sur la pénibilité des métiers, par exemple liés à la construction, et qui ne sont pas du tout applicables au secteur, par exemple, des STEAM, des métiers dans le digital et dans la numérisation, parce que là, on a une conciliation vie privée, vie professionnelle qui est bien plus facile à mettre en place. On a aussi des conditions salariales qui sont, du point de vue de la valorisation, plus importante, et on a aussi des possibilités d'aménager son temps de travail. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs leviers et j'ai essayé de les croiser. D'abord, de sensibiliser tous mes collègues au niveau du gouvernement pour leur dire que systématiquement, ils devaient avoir une approche genrée dans les politiques qu'ils menaient, que ce soit dans la politique économique, mais que ce soit évidemment dans l'accueil de l'enfance, par exemple, ou d'autres secteurs, même dans les pouvoirs locaux. Et pour ce qui me concerne, j'ai pu faire des politiques croisées, puisque j'étais moi-même responsable, je suis moi-même responsable d'un tiers des compétences au moins au sein de la Wallonie. Donc, on a par exemple un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, 50 000 travailleuses dans le secteur des titres-services, pour lequel on sait que les conditions de travail, alors on n'a pas beaucoup, on n'a pas tous les leviers en région wallonne ou dans les régions en général, mais nous avons néanmoins des leviers. Nous avons légiféré pour que les minimums de durée de temps de travail ne soient plus aussi bas qu'ils étaient précédemment, et donc on a fait un décret pour dire c'est minimum 19 heures par semaine minimum. On s'est assuré que le fonds de formation professionnelle qui existait, qui était financé à la fois par la région, à la fois par les entreprises, puisse être totalement utilisé, parce qu'il était inutilisé quasiment, ou bien il servait alors à aider aux femmes à se dire bah, tiens, comment est-ce qu'on porte un seau sans se faire mal au dos. Je ne suis pas sûre que d'ailleurs ce type de formation-là, au cours de la carrière, il faut le faire avant, mais il faut surtout les aider, parce que ce sont des carrières pénibles, à ce qu'elles puissent rebondir vers d'autres secteurs, et donc les former tout au long de la vie et utiliser le fonds de formation dans son entièreté, et les mesures qu'on a prises permettent de les utiliser totalement. On a travaillé aussi dans le secteur des aides familiales. Les aides familiales, elles sont extrêmement nombreuses, plusieurs dizaines de milliers aussi, dans des secteurs qui sont occupés principalement, en tout cas par une grande majorité de femmes. On les a fait passer du statut d'ouvrière au statut d'employé, ce qui assure aussi une meilleure couverture, une meilleure prise en compte en cas de maladie qui serait liée à une incapacité de travail ou globalement à une meilleure valorisation salariale. Et puis, on s'est rendu compte que dans le marché de l'emploi, on a en Wallonie énormément de demandes dans les offres d'emploi qu'on prend du Forem, même s'il y en a beaucoup du VDAB qui sont incluses au niveau du Forem. On a plus de 50% des offres d'emploi qui exigent le permis de conduire pour pouvoir postuler. Or, on sait que dans les demandeurs d'emploi, il y a au moins 50% des demandeurs d'emploi qui ne disposent pas du permis de conduire, ce qui est évidemment un problème et qui est parfois le dernier levier, le dernier obstacle pour pouvoir occuper un emploi. Et donc, on a vu que non seulement c'était un piège, mais qu'en plus, on voit que le nombre de femmes qui n'ont pas le permis de conduire est beaucoup plus important que le nombre d'hommes. Et donc on s'est dit, on va prendre une mesure comme celle-là. Ce qui est intéressant, dans l'évaluation qu'on a faite, ça fait 2 années, on procède à des évaluations chaque année et on essaie de réajuster, c'est que la première année, j'avais 46% des passeports, donc des financements qui étaient dédicacés, enfin que les femmes ont utilisés, et c'est tombé à 40% la deuxième année. Ça veut dire que malgré les signaux qu'on a faits, on n'a pas obtenu encore, moi je souhaiterais que ce soit proportionnel au nombre de femmes qui n'ont pas le permis. Et donc, il faut qu'on essaie de regarder pourquoi on n'arrive pas à dépasser l'offre qu'on leur propose et pourquoi ce sont principalement les hommes qui le font alors que les offres d'emploi sont quasi identiques dans les... demande requiert le permis. On a fait aussi des plans coordonnés dans le cadre du plan de relance sur les métiers STEM. On a travaillé en amont sur la Cité des métiers où là, on associe régions et communautés pour faire en sorte qu'on ait des cités
des métiers qui font de l'orientation tout au long de la vie à l'égard de personnes qui sont dans des reclassements professionnels ou qui ont envie de changer de fonction, mais on essaye surtout de travailler en amont parce qu'on sait que le choix des métiers et les orientations se dessinent vers 10-12 ans. Et donc, notre objectif, c'est à travers les cités des métiers qui sont en train d'être érigées en Wallonie, que tous les enfants puissent passer par ces cités des métiers pour leur donner une vision qui est beaucoup plus large que la leur. Principalement, je pense à tous les enfants qui, quelque part, souffrent du déterminisme social de leurs parents, qui soit sont en inactivité, soit exercent dans un secteur qui est, je dirais, on reproduit souvent le métier de ses parents. Alors quand on a des parents qui ont des belles fonctions et des bons salaires, tant mieux, mais il y a tout le reste. Il y a aussi tous les gens qui arrivent sur le territoire et qui n'ont pas d'horizon professionnel. Et donc, on doit vraiment essayer de travailler sur cet amont, de travailler aussi, on a modifié les mesures sur les structures d'autocréation d'emploi. Je vous le disais, 1/3 des femmes seulement sont indépendantes, les 2/3 dans les statuts d'indépendants sont des hommes. Or, quand on lance des structures d'autocréation d'emploi pour inciter les personnes à lancer leur entreprise, là on voit que dans les mesures qu'on a prises, il y en a 65% des femmes qui viennent dans nos publics de structures d'autocréation d'emploi et qui donnent des bons résultats parce que là on a des taux de création d'emploi qui sont très très importants. Donc on doit les encourager, on a modifié les règles pour simplifier et pour attirer davantage encore de femmes dans ces métiers-là. On a aussi le champ de l'économie sociale qui représente en Wallonie 160 000 emplois, 6 600 entreprises, pour lequel on doit susciter des vocations parce qu'on a très peu de femmes qui occupent des fonctions d'entrepreneur social. Il y en a une dans la salle que je reconnais notamment, qui a fait l'objet d'une couveuse d'entreprise et donc un projet de ce type-là. Eh bien, je crois qu'on a travaillé pour avoir des chaires dans chacune des universités, pour aborder la question de l'entrepreneuriat et pour demander qu'il y ait des focus spécifiques qui soient faits pour attirer des femmes. On a aussi lancé des grosses campagnes de communication pour tous ces gens qui sont en reconversion professionnelle, pour les attirer dans le secteur de l'économie sociale avec un focus spécifique à l'égard des femmes. Voilà, je ne vais pas être trop longue, je pourrais l'être davantage, mais j'espère que j'ai brossé de manière un peu exhaustive les grandes mesures pour lesquelles on s'inscrit. Merci beaucoup. Et puis, last but certainly. En dernier lieu, mais non des moindres, Monsieur Claire Failly. Et de la formation professionnelle, de la transition numérique, des pouvoirs locaux et du bien-être animal. Donc pour vous aussi, la question, quels sont les défis spécifiques pour la région Bruxelles-Capitale? Alors la région de Bruxelles-Capitale, c'est une région comme les autres et pourtant elle a des caractéristiques très différentes. Ce n'est pas une région, c'est une ville. C'est une ville internationale. Et donc, elle a des caractéristiques propres, c'est que, comme beaucoup de villes, elle accueille beaucoup plus de flux migratoires et elle accueille des populations plus pauvres. C'est le cas de toutes les villes, mais Bruxelles, comme région, a ses caractéristiques urbaines très particulières. Le taux d'emploi en général et le taux d'emploi des femmes étaient structurellement plus faibles que les autres régions du pays et plus faibles que la moyenne européenne. Heureusement, le taux d'emploi a augmenté partout, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles ces dernières années. Heureusement pour Bruxelles, qui était plus mal placé, il a augmenté un petit peu plus vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, il est toujours en dessous. On vient de rattraper le niveau de la Wallonie. On est toujours en dessous du niveau de la Flandre. On a toujours des objectifs qu'on se fixe. Il a surtout augmenté le taux d'emploi parce que c'est le taux d'emploi des femmes qui a plus augmenté que le taux d'emploi des hommes. Ça veut dire qu'on est sur la bonne direction, que les programmes, les mécanismes mis en œuvre maintenant vont déjà dans la bonne direction, doivent être accélérés dans la mesure du possible pour atteindre un taux d'emploi. L'objectif pour Bruxelles, c'est 73,5 à échéance 2030. La moyenne belge, c'est 80%. Alors, les caractéristiques, l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes est le plus grand en région bruxelloise. Il y a 10 points d'écart en termes de taux d'emploi. L'écart est moins grand en Flandre et en Wallonie. Ça tient principalement à des caractéristiques propres au marché ou à la situation de Bruxelles, la population active en région bruxelloise. C'est que plusieurs études, et notamment une étude du Conseil supérieur de l'emploi publiée en mois de février ou mars ou janvier, c'est au début d'année, voilà, que j'ai lu avec intérêt sur la promotion de l'emploi des femmes, a bien montré que, et Jo Bruns l'a rappelé tout à l'heure, que la participation au marché de l'emploi des femmes d'origine étrangère et principalement des pays méditerranéens non européens est beaucoup plus faible. Et il est même plus faible en Flandre et en Wallonie qu'à Bruxelles.
Mais comme cette composante de la population est statistiquement si importante en région bruxelloise, puisque 70% de la population active est d'origine étrangère à Bruxelles, ça marque la statistique globale de la région bruxelloise. Voilà pourquoi chez nous, l'écart homme-femme en termes de taux d'emploi est beaucoup plus grand, parce que cette composante de la population est plus importante chez nous. Et donc ça, c'est une des caractéristiques spécifiques de la région bruxelloise, c'est comment amener à l'emploi cette composante importante de la population que sont les femmes d'origine turque, marocaine, albanaise, etc. Et le rapport indique que le phénomène majeur, semble-t-il, c'est ce qu'ils appellent les normes sociales. Il m'est arrivé d'utiliser une autre expression qui était malheureuse, mais on va appeler le terme normes sociales pour indiquer les enjeux que nous rencontrons en particulier. Une autre caractéristique propre de Bruxelles, c'est que la population est globalement plus pauvre, parce que les centres-villes concentrent ou attirent plus la pauvreté. Et qui dit population pauvre, dit population peu ou moins formée. Et comme d'autres l'ont dit aussi, les populations peu ou moins formées ont un taux d'emploi plus faible. Donc c'est une spécificité chez nous de viser la formation, la montée en gamme des compétences des personnes qui se présentent sur le marché de l'emploi. Et en particulier, puisqu'une bonne part de nos chercheurs d'emploi sont d'origine étrangère, la plupart d'entre eux disposent parfois de compétences d'un diplôme étranger, mais qui n'a aucune équivalence et donc aucune forme de reconnaissance, et donc qui est rarement utilisable sur le marché de l'emploi. Qui dit population d'origine étrangère, il y a aussi parfois une difficulté de la maîtrise de la langue ou des langues, puisque Bruxelles est une ville multilinguistique, multiculturelle, et les compétences linguistiques sont essentielles dans un très très grand nombre d'emplois. Beaucoup plus qu'ailleurs, des compétences linguistiques sont nécessaires, bilinguisme, trilinguisme, mais parfois, pour une partie importante des chercheurs d'emploi, c'est la maîtrise de la première langue. Beaucoup de nos chercheurs d'emploi ont une connaissance insuffisante de la première langue. 17% des chercheurs d'emploi inscrits chez Acteris ne maîtrisent pas la langue dans laquelle leur dossier est géré par leur accompagnateur. C'est donc particulièrement difficile. Une autre difficulté, ou peut-être liée aussi à la précarité, c'est la proportion de familles monoparentales en région bruxelloise. Et dans les familles monoparentales, 86% de ces familles, ce sont des femmes qui sont à la tête de ces familles. Et donc, la charge familiale pèse lourdement sur la disposition ou la capacité à entrer dans un processus de formation ou de travail. Donc, c'est pour nous aussi une caractéristique très importante de la situation du marché de l'emploi. On sait que la parentalité a un impact sur l'emploi. Avoir des enfants encourage les hommes à travailler un peu plus. Avoir un enfant n'a pas beaucoup d'impact sur le taux d'emploi des femmes. Avoir 2 enfants à peine, mais au 3e enfant, on voit une chute radicale du taux de participation au marché de l'emploi, sans doute aussi en raison des normes sociales qui font que les charges familiales ne sont pas réparties de manière identique entre les genres et que c'est un des enjeux majeurs et c'est une des causes majeures des sujets pour lesquels on se réunit aujourd'hui. Voilà pour les défis. Je n'aborde pas les solutions. Je veux peut-être vous inviter de nous expliquer un peu les projets ou les initiatives que vous avez pu prendre. En raison de toutes ces caractéristiques, l'enjeu majeur pour nous à Bruxelles, c'est, et d'autres viennent d'en parler, c'est d'abord l'orientation et la formation. Christy vient d'en parler. Les stéréotypes de genre sur les métiers frappe encore très fortement la manière dont les filles et les garçons choisissent les filières d'études, choisir la durée des études, la manière dont on se projette dans la vie, que ce soit le fait que dans les études STEM ou en informatique, on n'ait jamais plus de 20% à 25% de jeunes femmes qui s'orientent dans ces directions-là, ou que les femmes s'orientent vers les métiers du soin à la personne, et tous métiers qui sont, on le sait, beaucoup moins valorisés dans la société, qui offrent souvent des carrières avec des temps flexibles, des temps partiels, des prestations en soirée, et qui rendent d'autant plus compliqué l'exercice de métier quand on a une charge parentale. Donc l'orientation, nous avons une cité des métiers à Bruxelles et on collabore avec la communauté française et la région wallonne pour développer ça. Notre cité des métiers a pour mission de mieux informer tout un chacun sur les métiers et de travailler à briser les stéréotypes de genre pour dire que tous les métiers sont accessibles à tous ceux et celles qui veulent les entreprendre. La formation, c'est essentiel depuis des années pour nous, c'est la priorité des priorités. 60% des chercheurs d'emploi chez Acteris
n'ont pas de formation supérieure au niveau secondaire, et ça marque plus encore les chercheuses et les chercheurs d'emploi. Donc il faut travailler ce volet-là, les formations. Nous avons à avoir une attention particulière aux familles monoparentales, et donc de pouvoir orienter spécialement ce public-là pour trouver des solutions pour soit des reprises d'études, soit des formations, soit des reprises d'emploi. Le service public de l'emploi ne maîtrise pas toute la question de l'accueil des enfants, ça relève des communautés, les crèches, et on sait combien il y a un déficit de places en crèche en région bruxelloise et un déficit d'autant plus grand dans les quartiers plus populaires, là où se concentre une plus grande part de nos chercheurs et chercheuses d'emploi. Actiris fait sa part en ayant développé ses maisons d'enfants pour essayer d'offrir des formules ou des solutions de garde d'enfants pour celles qui choisissent de se former ou qui entrent dans leur métier, mais la vocation d'Actiris n'est pas évidemment de compléter le manque global de crèches en région bruxelloise. Nous avons aussi cherché à, puisque en région bruxelloise il y a un problème de reconnaissance des diplômes, à renforcer la dynamique qui veut qu'on se fonde plus sur les compétences que sur les diplômes. C'est une grande tendance maintenant, aux États-Unis ou ailleurs. On commence à se rendre compte que les compétences comptent plus. Le diplôme n'est qu'une des formes de production de ces compétences. Mais en fait, c'est les compétences intrinsèques qui comptent. Et c'est d'autant plus important dans une région comme Bruxelles, où en fait nous avons un paradoxe particulier. C'est en région bruxelloise que plus de 50% des emplois sont dans le secteur public et parapublic, qui, pour des raisons historiques, est organisé sur base du diplôme. L'accès aux emplois se fonde sur le diplôme. Vous n'avez accès aux examens, etc., que sur base diplôme, aux promotions sur base diplôme. Alors que nous sommes la région où la plus grande part de chercheurs d'emploi viennent de l'étranger, parfois avec des diplômes, mais sans reconnaissance ou sans équivalence. Et donc on a ce paradoxe, c'est que le marché exige des diplômes, même dans la fonction publique, même là où nous voulons mener des politiques non discriminantes, mais les pratiques historiques héritées aboutissent indirectement à une forme de discrimination à l'égard des chercheurs d'emploi étrangers ou chercheuses d'emploi étrangères qui ont des diplômes étrangers mais sans reconnaissance chez nous. Donc on est en train d'adapter le modèle d'accès aux emplois publics en région bruxelloise pour lever les conditions de diplôme et permettre une entrée plus souple dans les carrières en permettant ensuite que les... Voilà. Et alors il y a aussi le volet validation des compétences, mais ça ne marche que pour un type de métier encore très particulier, plutôt des métiers techniques. Nous avons une stratégie assez ambitieuse de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard du genre, mais aussi à l'égard des personnes d'origine étrangère en région bruxelloise. Beaucoup de femmes, et Christy vient d'en parler, travaillent dans des secteurs du soin et de ménagère, ou tous ces secteurs-là, qui sont des secteurs où on est relativement peu et mal payé. Et donc l'incitation à prendre un emploi, surtout quand on a une charge de famille, n'est aujourd'hui pas suffisante quand on voit les rémunérations nettes qu'on a dans ce secteur-là. Donc ça pose vraiment les questions d'une réforme fiscale qui permettrait que le net en poche soit réellement attractif et permette de mener une vie digne quand on accepte ce genre d'emploi. Voilà. Dank u wel. Minister Broens. Monsieur Broens, j'aimerais vous donner la parole. Vous avez dit tout à l'heure que l'une des pistes que vous entrevoyez pour inciter les femmes à utiliser leur talent, c'est un projet ESF. Puisqu'il y a un problème de garde d'enfants pour les femmes qui souhaitent suivre des formations. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'initiatives que vous avez prises en région flamande pour essayer de renforcer la position des femmes sur le marché du travail? Oui, peut-être très spécifiquement l'enquête à grande échelle qui a été menée et l'impact de la discrimination. La discrimination sur le marché du travail, c'est toujours un thème à propos duquel on parle de tout. Des chiffres ont été donnés tout à l'heure. Aujourd'hui, en Flandre, nous avons une enquête à grande échelle dans tous les secteurs qui sont impliqués, employeurs et travailleurs, essayent de cartographier la nature des discriminations pour essayer de développer des actions très concrètes. Il y a 20 secteurs. On regarde également l'impact homme-femme. Est-ce qu'il y a encore des discriminations qui jouent? Dans quelle mesure? Et on essaye de pouvoir anticiper les choses. Je pense que c'est important parce que ça n'a jamais été
organisé à cette échelle-là et nous attendons les résultats très prochainement. Mais bon, il y a énormément de bons exemples dans les différentes régions pour essayer d'activer les gens et pour essayer d'éradiquer la différence entre femmes et hommes. Mais si vous me demandez aujourd'hui de regarder sur le marché du travail, chez nous mais aussi ailleurs, eh bien, pour nous spécifiquement, il n'y a jamais eu autant de Flamands actifs aujourd'hui. On est à près de 80%. Il n'y a jamais eu aussi peu de chômeurs, et c'est très bien. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi qui restent vacantes. Et le constat, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas actifs, qui font des tâches, femmes au foyer, hommes au foyer. Nous avons aussi des malades de longue durée, des bénéficiaires du revenu d'intégration, un groupe de gens assez important qui n'est pas actif. Et c'est ça pour nous le gros défi. Toute notre politique est axée là-dessus, avec le VDAB, pour essayer de faire le basculement. Il ne faut pas uniquement travailler avec les gens qui doivent obligatoirement être écrits pour le chômage ou l'allocation de chômage. Il y a aussi les gens qui n'ont pas d'allocation aujourd'hui, qui ne sont pas actifs professionnellement. C'est ce groupe qu'il faut essayer de toucher davantage qu'aujourd'hui. C'est ça le gros défi en Flandre. Si vous me posez la question, comment allez-vous résoudre cela? Eh bien, pour moi, c'est ça le gros levier. Et au niveau fédéral, cela requiert une grande politique. C'est une différence. Il faut que la différence entre le travail et l'inactivité soit plus grande. Il y a l'exemple des femmes avec passé migratoire. On fait référence à la TAL, à la culture. Mais ces gens-là aussi font leur compte. S'ils vont travailler à deux ou s'il n'y en a qu'un qui travaille, si vous êtes dans un logement social, le salaire ne sera pas les mêmes. Il faudra peut-être avoir une voiture, il faudra régler la question de l'accueil des enfants. Donc la différence entre le travail et l'inactivité requiert une réforme fiscale. C'est nécessaire dans ce pays pour atteindre les 80% collectivement. Il y a des collaborations avec différentes régions. Aujourd'hui, on a pu présenter les résultats positifs pour Bruxelles, la Flandre, Actiris et le VDAB. Et là, on voit très clairement que les gens qui recherchent un travail à Bruxelles arrivent de plus en plus en périphérie flamande. On mise là-dessus vraiment pour attirer les Bruxellois vers les vacances d'emploi en Flandre. Je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a encore une très grande différence entre les différentes régions en ce qui concerne le taux d'emploi. Il faut vraiment se serrer les coudes et essayer de se proposer les uns les autres les différentes vacances d'emploi. Si on veut vraiment atteindre les 80%, je pense qu'il est important vraiment de mettre en place ces collaborations. Mais pour moi, le levier, c'est la différence entre le travail et l'inactivité. Aujourd'hui, en Flandre, nous avons un bonus à l'emploi, un bonus que nous prévoyons pour les gens des catégories inférieures, entre 2 000 et 3 000 euros, pour qu'ils aient un incitant, une récompense à aller travailler. Il faut que le travail rémunère davantage, mais je ne peux que le répéter, hein. C'est pas suffisant, compte tenu de tous les défis qui se posent aujourd'hui. Et donc, je pense que cette réforme de fond est nécessaire pour qu'au niveau belge, on puisse préserver notre modèle de prospérité, de bien-être, si on veut arriver vraiment aux 80%. Si on regarde uniquement le déficit fédéral, si tout le monde passait à 80%, ce sera 2/3. Donc, je pense que c'est vraiment ça le gros défi au niveau belge, et y compris pour les régions, hein. Il faut vraiment qu'on puisse se renforcer mutuellement de cette manière-là. Donc réagir sur tous les niveaux. Vous avez encore des initiatives que vous voulez présenter ou des perspectives que vous voudriez développer encore cette législature? Ce sera peut-être un peu difficile. Si. Okay. Il reste encore notamment un budget, un exercice budgétaire, donc on ne lâchera rien jusqu'à la fin. Effectivement, on a développé aussi des guichets familles monoparentales parce qu'on sait que du coup les femmes
qui sont principalement à la tête de familles monoparentales, présentent des difficultés qui ne sont pas spécialement liées à l'accessibilité à l'emploi, mais qui sont des problèmes connexes liés aux gardes d'enfants, liés au fait que s'il s'agit principalement de personnes qui sont des personnes qui ont un niveau d'éducation, en tout cas un diplôme qui est plus faible, il est difficile pour elles d'accéder à des métiers qui sont des métiers qui offrent des horaires confortables. Et donc effectivement, on a à la fois toute la diversité des gens qui vont travailler comme caissière, comme aide-soignante, comme aide familiale, comme aide ménagère sociale, comme aide ménagère, qui sont principalement des horaires qui sont inconfortables et qui ne permettent pas de pouvoir faire garder leur enfant dans des horaires qui sont autorisés. Alors on a par exemple augmenté les indemnités pour inciter aussi des demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi comme je préfère le dire. Zoals in het Nederlands, on dit bezoeker, vous dites chercheur d'emploi aussi. Donc on a changé les gens qui cherchent un emploi. Eh bien, on a augmenté l'indemnité pour qu'ils puissent placer leur enfant dans des services de garde. Alors, le montant aujourd'hui est un montant qui est correct. La difficulté, c'est d'avoir un nombre de places qui soit suffisant et qui soit disponible de manière flexible. Aujourd'hui, les réponses dans l'accueil de l'enfant sont des réponses qui sont très encadrées, très rigides, et il y a trop peu de gardes d'enfants qui sont disponibles pour les heures inconfortables qui sont rencontrées pour les métiers qui sont occupés beaucoup aujourd'hui par des femmes qui occupent des familles monoparentales. On s'est projeté, on sait que les investissements qu'on réalise, notamment à travers nos plans de relance pour ouvrir 3400 places d'accueil en Wallonie dans des crèches, sont nécessaires. Mais on doit aussi réfléchir à des modes de garde qui sont plus flexibles que ce n'est le cas aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un des éléments majeurs sur lesquels la communauté française doit se pencher. On a aussi mis en place des tests de situation. Vous avez évoqué tout à l'heure dans Femmes et Finances, c'était d'ailleurs très intéressant, Mme Golding, je ne sais pas si elle est encore là aujourd'hui, mais voilà, Golding, voilà. C'était vraiment extrêmement intéressant, où vous expliquiez notamment les pièges, les difficultés que des personnes d'origine étrangère ont à trouver un boulot. On sait qu'il y a 30% de chances en moins pour une personne d'origine étrangère de décrocher un emploi. Il faut qu'on regarde aussi nous-mêmes, par exemple dans la fonction publique, on voit bien que parfois quand des offres d'emploi, et même pas l'Institut mais Ounia par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter Ounia et de me rendre compte qu'au fond il y avait très peu de personnes d'origine étrangère qui étaient présentes. Et ils disent c'est un problème, on a des offres d'emploi qu'on ouvre et en se disant tout le monde peut y répondre et nous sommes les premiers évidemment à ne pas discriminer, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se sentent pas autorisés à postuler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, comme vous l'évoquiez, ont des problèmes de confiance en eux, et ça, on doit vraiment aller orienter autrement les offres d'emploi pour pouvoir attirer ces personnes, pour leur dire qu'elles sont attendues. Et il y a évidemment une double discrimination aussi à l'égard du fait qu'on peut être et d'origine étrangère et femme, et alors la discrimination est d'autant plus importante. On vient de voter des tests de situation sur le marché de l'emploi, comme on l'a fait dans le secteur du logement par exemple, et donc nous espérons que ce type de mesure, qui n'a pas pour objectif en soi de pénaliser l'entreprise, mais de plutôt lui faire prendre conscience à travers des cas concrets, à travers des CV qui seraient des CV, des faux CV en quelque sorte, de pouvoir montrer qu'en fait, elle discrimine sans le vouloir et que ça va l'aider à devoir changer de pratique aussi, parce que généralement, comme ça a été évoqué par mes collègues, on sait qu'il y a une tension qui est tellement importante sur le marché de l'emploi qu'en fait les employeurs sont à la recherche importante de personnes qui ne viennent pas parfois par les biais qu'ils mettent dans leurs offres d'emploi. Et puis on a dans les perspectives évidemment de l'individualisation des droits. Moi, je pense que si on ne passe pas par là, on n'arrivera pas à progresser suffisamment. Et je suis également persuadée que le congé parental, le congé de paternité doit être un congé de paternité qui soit allongé, qui ne doit pas être à la carte, qui ne doit pas être pris pour aller faire des papiers administratifs. On doit créer du lien à la base. Bernard a évoqué le fait qu'aujourd'hui, les femmes passent trop de temps sur les tâches ménagères. Hein, vous connaissez les chiffres, il y a au moins 8h30 en plus pour une femme par semaine pour des tâches ménagères, 1h30 en plus minimum pour la garde des enfants. Et donc si on veut agir à la base, il faut que les hommes
créent un lien avec leur bébé à la naissance. Et il faut que ce temps, pour pouvoir comprendre, il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas parce qu'on l'a porté qu'on sait comment ça fonctionne, on n'est pas plus doué que vous, mais on a le temps dans le congé de maternité pour le faire. Et donc je suis persuadée que dans les pays, d'ailleurs on le voit, où on a des congés de paternité qui sont mis en place, on a des taux d'emploi, on a une égalité qui vient s'installer et du coup une approche qui est très différente sur celui ou celle, et en l'occurrence ça n'est pas automatiquement celle qui va devoir réduire son temps de travail ou renoncer à sa carrière professionnelle, à sa formation ou à son épanouissement et son développement professionnel. Dank u wel. Je vais me permettre encore une question très difficile mais très courte. Ik ga toch beginnen met meneer Broens. Je vais commencer avec Monsieur Bruns. En une phrase, le plus grand défi pour la prochaine législature flamande. Je l'ai déjà dit, je pense. Les flamands inactifs, atteindre ce flamand inactif. C'était une phrase, merci. À Bruxelles, nous avons encore un taux de chômage de 15%. Donc, je voudrais pouvoir me fixer l'objectif que Jo se fixe pour la Flandre, mais on n'y est pas encore. Nous devons d'abord mobiliser ceux des chercheurs d'emploi qui sont inscrits chez nous, les mettre à l'emploi et donc mettre en œuvre le bilan de compétences qu'on vient de voter en région bruxelloise pour les réorienter vers l'emploi et faire monter les compétences de tous, notamment linguistiques. C'est toch lang zinnen in Wallonië, in Brussel. Quand même des longues phrases à Bruxelles. Montréal, une petite question à vous aussi, en une phrase, si c'est possible. Quelle sera la plus grande priorité pour la prochaine législature? Continuer à réduire cet écart, un écart de 9%. Je fais le vœu qu'on le réduise au moins de moitié pour la prochaine législature. In een zin dat? Zeer goed. Oké, perfect. Prima. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense qu'on a tout droit à une pause café. Dus, dank u wel. En ook voor de kijkers thuis. Et pour les gens à la maison, nous commençons dans 10 minutes.